Hello à tous et bienvenue pour cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver une nouvelle fois dans mon salon, faute de moyens, je peux pas faire mieux, mais ça va pas m'empêcher de kiffer, de vous dire tout ce que j'ai à dire sur le film que je suis allé voir il y a quelques heures maintenant, c'est Spider-Man No Way Home, qui est en salle depuis le 15 décembre me semble-t-il. Oui, j'ai attendu un petit peu avant d'aller le voir parce que je me suis dit ça y est, on va avoir encore une montagne de gosses qui vont aller dans la salle, ça va être chiant et tout, ça va hurler, nanani nanana. Donc j'ai attendu le week-end voilà, et puis j'y suis allé voilà en début de semaine, tranquillou. Mais j'ai plein de choses à vous raconter dessus. Alors je vous le dis de suite, il y aura une partie sans spoil et une partie avec spoil. Au moins, chacun pourra les picorer là où il en a envie. Et puis au moins on m'accusera pas dans l'espace commentaire de dire Don, tu spoil, c'est pas cool, pour ceux qui n'ont pas vu le film, ta. Là, je suis réglo. Donc le premier qui bronche, ben, je sais pas ce que je ferai. Mais voilà, ok? Bon alors déjà, le pitch du départ. Il faut savoir que le film commence exactement là où s'est arrêté Far From Home, mais vraiment au plan près. C'est pile poil au moment où, vous savez, Mysterio, il annonce à tout le monde dans une vidéo postée après sa mort. Donc ouais, si t'as pas vu Spider-Man 2, du coup tu savais pas que Mysterio était mort. Mais là, à un moment donné, frère, je suis désolé, fallait pas cliquer sur YouTube en marquant avis critique Spider-Man No Way Home sans avoir vu le 2. Donc oui, Mysterio est mort, mais dans sa vidéo, ce petit bâtard, il dévoile l'identité de Spider-Man. À savoir Peter Parker. Et du coup, c'est la merde totale pour Peter. Là, c'est la galère, quoi. Tout le monde sait. Les journalistes, les New-Yorkais, le monde entier connaît son identité, sa double vie. Et du coup, c'est la merde pour lui, aussi bien pour lui d'ailleurs que pour son entourage. Sa famille, ses amis, pour tout le monde. Même pour ses études. Ça compromet aussi son avenir. Du coup, là, ça le fait cogiter. Il se dit, il faut que je trouve une solution. Donc, il va aller voir le Docteur Strange. Là, le Docteur Strange lui dit, frère, doucement, c'est pas bien d'utiliser la magie, etc. C'est pas bien. Mais Peter insiste. Donc du coup, Strange, faible, il trouve une solution. Il lui dit, je connais un sortilège qui pourrait peut-être faire oublier au monde l'identité de Peter. Enfin, de l'identité de, la double vie de Peter ou l'identité de Spider-Man, c'est comme vous voulez. Donc il le teste. Et évidemment, je vous le donne en mille, ça foire, ça foire. Et en plus de foirer, ça alterne totalement la réalité. Bon, mais là, vous avez compris, on est déjà dans une intrigue un peu plus complexe que les deux premiers films, parce que bon, Spider-Man Homecoming, c'était quoi? C'était Spider-Man qui est au lycée, qui cherche à se faire bien voir de Tony Stark, qui veut draguer la petite MJ, voilà quoi, c'était pas non plus fantastique. Far From Home, c'était toujours Peter qui cherche un nouveau mentor après la disparition de Tony Stark, donc il se tourne vers Mysterio, et puis en fait il y a aussi un voyage d'études qui tourne mal, bon bref, c'était pas non plus une histoire qui cassait trois pattes à un canard. Donc là, déjà, sur l'intrigue de ce troisième opus, on est sur quelque chose de beaucoup plus ambitieux, de beaucoup plus mature. Et c'est d'ailleurs ça, cette maturité qui va marquer réellement ce volet de Spider-Man et qui va le rendre beaucoup plus intéressant que les deux premiers et potentiellement même l'un des Spider-Man les plus scénaristiquement aboutis depuis le début, parce qu'il aborde des thèmes assez forts et notamment, je trouve qu'il aborde avec brio ce passage finalement à l'âge adulte de Peter. Là on a un changement vraiment au cours du film. Alors là dans cette partie de la vidéo je vous dévoile pas pourquoi, mais il y a un changement brutal qui va pousser Peter à prendre ses responsabilités et vraiment aller de l'avant et gagner beaucoup plus en maturité. Et ça c'était super intéressant parce que dans les autres films les Spider-Man ils étaient déjà plus ou moins adultes dans leur façon d'être, parce que là on va pas se mentir, mais le Peter Parker du MCU interprété par Tom Holland, c'était vraiment le Peter Parker qui était couvé. Il était couvé par Tony Stark, il était couvé par ses amis, par Tante May, par Happy qui fait figure de figure paternelle dans ses opus, ou en tout cas le tonton bien sympa qui est toujours là pour te filer un coup de pouce, voilà. Mais on était loin du Peter Parker de Tobey Maguire ou de Andrew Garfield, qui était solo et qui devait se démerder avec ce qu'il avait. Donc là voilà, là c'est intéressant de voir ce Peter Parker, ce jeune Peter Parker qui va devoir aller de l'avant et qui va devoir devenir et embrasser pleinement son destin. Il y a une maturité aussi dans l'interprétation du personnage par Tom Holland. C'est pas l'interprétation du siècle, mais je la trouve déjà beaucoup plus crédible qu'il y a quelques années. Et je trouve que il grandit naturellement, je crois qu'il a 25-26 piges maintenant, mais on sent qu'il assume pleinement son personnage
et ça fait plaisir, et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner par la suite, même si j'ai un peu peur sur Uncharted, je vais pas vous mentir, mais je trouve l'acteur voilà, plutôt convaincant dans son rôle. Idem pour Zendaya, elle aussi, elle commence vraiment aussi à level up, elle éclipse pas le film, mais je trouve quand même que son alchimie avec Tom Holland, il est nickel. En plus, ils sont en couple dans la vraie vie, donc c'est vrai que ça aide peut-être un petit peu, certes, mais je trouve que voilà, le duo fonctionne, c'est limite même le meilleur duo Peter MJ de la franchise, quoi. Donc ça, voilà, c'est plutôt notable. Et cette maturité des personnages, on la retrouve tout autant dans le traitement des antagonistes. Par exemple, le bouffon vert, interprété par William Dafoe une nouvelle fois, je trouve que son personnage, il est beaucoup plus approfondi, il est même limite beaucoup plus mûr, et en même temps, il est très torturé. C'est un personnage qui est très torturé, qui est dans la dualité finalement. Il y a une dualité entre Norman et le bouffon qui est beaucoup plus marquante dans ce film que dans le premier film de Sam Raimi, et je l'ai vraiment trouvé touchant, et il y avait vraiment un vrai changement en fait par rapport au film qui a quasiment 20 ans. Idem pour Octopus aussi impeccable. Déjà c'est un personnage de base qui est fascinant, moi je trouve, et là dans cet opus là, et pareil, j'ai trouvé en tout cas l'interprétation de Alfred Molina vraiment juste. Il y avait un petit côté aussi un peu nostalgique, hein, évidemment, de les revoir, qui était vraiment plaisant. En plus, c'est des personnages voilà, qui occupent vraiment une bonne partie du film, pour le coup, je vous le dis. Bon, on les voit dans la bande-annonce, donc vous vous doutez bien que c'est... Voilà. Mais là, dans le film, ils occupent une bonne partie, et on leur rend bien justice. Et c'est ça qui est intéressant. Il y avait le retour aussi de Electro, interprété par Jamie Foxx. Alors là par contre, là c'était plutôt bien dans ce film-là, parce que c'est vrai que dans Amazing Spider-Man, il était pas ouf, hein, Electro. Déjà, son look était dégueulasse, mais même l'interprétation de Jamie Foxx, elle était pas non plus sensiblement remarquable. Là, pour le coup, ça lui rend justice, donc c'est tant mieux. L'homme sable, par contre, je vous le dis, l'homme sable et le lézard, c'est un peu dommage. C'est des personnages aussi qui sont là dans ce film-là, mais qui sont plus relégués en second plan. Et c'est un peu dommage parce que déjà ils n'ont pas été ultra bien traités dans les trilogies, enfin dans leur univers respectif, puisque le lézard c'était dans The Amazing Spider-Man, et je trouve que le rôle était assez bâclé déjà à l'époque. Bah là vous attendez pas vraiment à quelque chose de ouf non plus, puisque il est vraiment survolé, son personnage. Et l'homme sable, c'est aussi dommage. Il avait une bonne petite story là, je trouve, dans Spider-Man 3 de Sam Raimi. Même si le film a été beaucoup boudé par les gens, moi je l'ai kiffé, hein, Spider-Man 3. Mais j'ai pas retrouvé la même émotion dans le personnage qu'il y avait à l'époque. Donc j'étais un peu déçu de l'homme sable dans No Way Home. Et enfin, on a une maturité aussi, je trouve, dans la réalisation. Je trouve que les plans sont beaucoup plus réfléchis. Il y a des scènes d'action qui sont assez kiffantes. Notamment, il y a une scène d'action dans la dimension miroir, elle est totalement what the fuck. Moi, elle m'a fait beaucoup penser à Inception de Christopher Nolan. Et je l'ai beaucoup kiffé, j'ai trouvé que c'était bien réalisé. Et c'est notamment, je pense même que c'est même la plus belle scène du film, hein, je vous le dis, celle de la dimension miroir. Mais ouais, on sent que voilà, le réalisateur s'est lâché, il a vraiment tout donné sur cet opus, et le spectacle il est garanti, il est vraiment garanti. Vous allez en prendre vraiment plein les yeux pour le coup. Néanmoins, même si tout semble réussir à ce film, il a quand même des petits défauts par-ci par-là, notamment scénaristiques. C'est bien dommage parce que t'as l'impression que là ils n'avaient pas d'inspiration pour certains rebondissements. Mais bon, écoutez, ça va aussi avec le ton du film qui est assez enfantin, assez chill, je le rappelle, assez teen movie comme on dit. Et donc c'est excusable. Ça en fait pas non plus le film parfait, mais ça en fait un très bon divertissement, et clairement le meilleur des trois, en tout cas, de la trilogie de Tom Holland, clairement. Et on arrive dans la partie spoiler de la vidéo qui sera pas forcément très longue parce que j'ai pas non plus des milliards de choses à raconter, mais c'est surtout voilà les petits trucs qui m'ont fait grave kiffer dans le film et que je pouvais pas vous dire avant parce que voilà ça a donné des gros éléments à l'intrigue. Mais là ce qui m'a vraiment fait kiffer, c'est un truc qui pourrait irriter beaucoup de personnes, mais moi que j'adore parce que je suis assez client, je suis très bon client moi, hein, vous savez, au cinéma il me faut pas non plus des trucs ultra élaborés. C'est bien sûr le fan service. Et là, du fanservice, on en a eu, mais à tire-larigot. Déjà, ça a commencé direct avec le caméo de Charlie Cox. Charlie Cox, aka Matt Murdock, aka Daredevil.
C'était un vrai kiff de le voir dans le film. Surtout que voilà, c'est la dernière fois qu'on l'a vu, ce personnage est surtout interprété par cet acteur-là. C'était dans la série Daredevil sur Netflix, donc il y a quelques années. Et du coup, là, c'était vraiment kiffant de le voir enfin dans le MCU, parce que la série de Netflix, elle n'était pas du tout liée au MCU, par rapport notamment à des droits, etc. Et là, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce Matt Murdock-là, est-ce que c'est celui qu'on a pu voir pendant 3 saisons sur Netflix, ou est-ce que c'est un variant, les variants, la notion de variant qui est déjà abordée dans la série Loki notamment, et est-ce que c'est un variant de ce Matt Murdock ou pas? Je sais pas. En tout cas, voilà, le truc est là. On sait qu'il va sûrement revenir par la suite dans des films, dans des productions, que ce soit des films ou des séries, et donc ça c'est grave cool. Surtout que moi je trouve que l'acteur il est vraiment très bon, et notamment dans Daredevil je le trouve ultra crédible, donc je suis très content. Et en plus de ça, et là le fanservice il va encore plus loin, c'est que le film il est sorti quand? Il est sorti le 15 décembre. Et le 15 décembre, qu'est-ce qu'il y avait en même temps sur Disney+? Il y avait la série Hawkeye qui poursuivait sa saison, tranquillou. Donc là on en est à l'épisode 5, c'est l'avant-dernier épisode de la saison. Et qui c'est qu'on aperçoit à la toute fin de l'épisode sur une photo? Ni plus ni moins que l'ennemi juré, l'antagoniste de Daredevil, à savoir Wilson Fisk, le caïd, toujours interprété par Vincent D'Onofrio, me semble-t-il que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et là tu te dis, mais waouh, ça va trop loin. Les mecs, ils ont vraiment fait le truc au max, quoi. Et je suis trop content. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, c'est un peu too much et tout. Mais les gars, cette série, moi, Daredevil, je l'avais grave kiffé. Je trouvais que de toutes là qui étaient sorties sur Netflix, parce qu'il y a eu Punisher, il y a eu Jessica Jones, il y a eu Iron Fist, il y a eu Luke Cage, mais c'était celle qui avait le plus de coronesse, quoi, avec Punisher, parce que Punisher aussi était assez badass. Mais Daredevil était bien traité, les personnages étaient très approfondis, et du coup, je suis content que voilà, ils aient enfin pu faire un petit peu graviter ces personnages-là au sein du MCU. Surtout que, pour ceux qui suivent un petit peu les comics, Daredevil a pas mal d'aventures avec Spider-Man, donc c'était logique qu'à un moment donné ces personnages-là se rencontrent. Donc voilà, ça c'était plutôt la bonne nouvelle et la bonne surprise Enfin, la bonne surprise, oui et non, c'était parce qu'en fait... On les connaît, les artistes de Sony et de Disney, évidemment que ça avait été fuité dans tous les sens. Il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient qu'il allait apparaître. L'interprète, Charlie Cox, avait essayé un petit peu d'étouffer le délire en disant « Ah non, mais moi je joue pas dedans, non, pas du tout, j'ai jamais été contacté. » Tout le monde l'avait vu, il y avait même une photo qui avait fuité où on voyait carrément la scène en question. Donc bon, mais bon, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Si tu suivais pas l'actu, t'étais comme un enfant qui était là « Ouais, c'est génial !» Puis bien sûr, l'autre caméo de malade, bon, c'était inévitable également, puisqu'on parlait de multivers, c'est bien sûr le retour des autres Spider-Man, de bien sûr Tobey Maguire et de Andrew Garfield. Alors bien sûr, pour moi, le meilleur c'est Tobey Maguire, ça c'est le sang, c'est vraiment le Spider-Man avec lequel j'ai grandi, en tout cas au cinéma, parce que c'est vrai qu'en termes de Spider-Man tout court, moi c'est le Spider-Man du dessin animé qui m'a fait kiffer le personnage, mais le Spider-Man de Tobey Maguire c'est vraiment celui que j'ai le plus kiffé, et j'étais tellement content de le voir. Mais je vous jure, j'ai eu la petite émotion, j'étais comme un fou. Je le savais qu'il apparaissait parce que j'avais été spoil de tous les côtés, parce que même si quand t'essaies de t'isoler, t'es toujours spoilé. Puis même, je vais pas vous mentir, j'avais fait des petites recherches sur internet, je me suis dit vas-y, je veux savoir et tout. Donc je savais qu'il apparaissait, mais je savais pas comment ni quand. Et même si j'étais un peu déçu de son apparition dans le film, parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de plus épique, finalement là il arrive bêtement dans un appartement avec Andrew Garfield, voilà, ça manquait un petit peu de côté épique, mais ça faisait trop plaisir, putain, ça faisait plaisir. En plus on en apprend un peu plus sur son personnage, qu'est-ce qu'il est devenu depuis, etc. Il est toujours avec Mary Jane. On ne sait pas s'ils ont des enfants, etc. Mais en tout cas, il explique que c'est un peu compliqué, mais qu'il a réussi à trouver un équilibre. Donc il est toujours avec Mary Jane et ça c'est cool. Ça, voilà, ça fait un petit côté un peu happy end, quoi. Andrew Garfield, qui était bon, c'était pas mon préféré. Je vais vous le dire, je n'étais pas dans le Amazing Spider-Man, je le kiffais pas plus que ça. Mais là, il m'a touché ce con. Il m'a touché, notamment avec la fameuse scène où il rattrape MJ, qui faisait vraiment écho avec la fois où il n'a pas réussi à rattraper Gwen, et que du coup Gwen était morte dans Gwen Stacy qui était morte. J'allais dire Gwen Stefani, je suis un malade. Heureusement que je me suis ravisé. Gwen Stacy qui meurt dans Spider-Man 2, The Amazing Spider-Man 2. Mais là, il a sauvé MJ et du coup, il était touché en fait. On voyait, et même l'interprétation d'Andrew Garfield était plutôt crédible. On le voyait ému et tout. Et putain, ça m'a fait un petit truc quand même, mine de rien. Il y a une autre évolution qui est plutôt intéressante.
je pouvais pas en parler dans la première partie de la vidéo, c'est celle de Ned. Et en fait, il se découvre des... en tout cas, peut-être pas des pouvoirs, mais en tout cas un certain lien avec la magie. Et au début, je pensais que c'était sur le ton de la blague, on le voyait ouvrir des portails, mais je pensais que c'était par rapport à un objet qui tenait, etc. Mais en fait, non, il a vraiment des connexions avec la magie, et c'est assez confirmé vers la fin du film, puisqu'à un moment donné, il y a la cape de Strange qui vient sur lui et qui vient le sauver. Et on sait que la cape de Strange, en fait, c'est une entité à elle toute seule, et en fait, elle va pas vers tout le monde, hein, elle va vraiment vers les personnes qui le méritent. Et donc, c'est vrai que c'était intéressant, et j'espère que c'est un point sur lequel ils vont revenir ultérieurement dans les prochains opus, ou dans d'autres productions, peut-être liées au MCU, parce que peut-être que Ned reviendra, peut-être pas forcément dans un Spider-Man, peut-être dans un Doctor Strange ou une série, on sait jamais. Et j'étais intrigué par ce petit passage. Je sais pas quoi en penser de plus. Parce que je connais pas trop vraiment si ce personnage existe dans les comics ou non, mais voilà, ça m'a fait un peu cogiter cette affaire. On a eu confirmation aussi que Wong était le nouveau sorcier suprême, hein, du délire, hein, puisque de toute façon on l'avait vu dans Shang-Chi, mais c'est vrai que c'était pas très bien expliqué. Maintenant on a confirmation, Strange n'est plus le sorcier suprême suite au clap, mais bon, au vu de ce qu'on a vu dans la scène post-générique, des premières images de Doctor Strange 2, il est fort probable qu'à la fin il redevienne le sorcier suprême. Je vais pas trop me mouiller, mais je pense quand même que je suis dans le juste. On verra bien. Ah, et en fait, pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la maturité de Peter, ce qui m'a fait beaucoup kiffer dans le film, c'est la fin du film en fin de compte. Ce moment où il est dans le coffee shop, vous savez, face à MJ, et en fait, c'est ce moment en fait où il cogite et qui réalise et qui prend enfin ses responsabilités. Alors, il les avait déjà prises suite à la mort de Tante May, mais là, il prend pleinement conscience en fait qu'il doit être seul avec son fardeau et qu'il doit faire un choix en fait entre sa vie perso et sa vie de héros. Et en fait, c'est le moment où il décide de faire les choses seul, comme l'ont fait ses variants, enfin ses camarades d'autres dimensions, le Spider-Man de Tobey Maguire ou le Spider-Man de Andrew Garfield. Et ça y est, il décide de faire sa life tout seul, de quitter ce cocon. Et là c'est assez symbolique parce qu'en fait il change de costume, il n'a plus ce costume qui faisait partie, qui était un costume de Stark Industries. Là il se coud lui-même son costume, donc il repart un petit peu à zéro en fin de compte. Et j'ai trouvé ça, ce plan, d'ailleurs le plan avec la machine à coudre et le costume, j'ai trouvé ça tellement stylé. Le plan où il passe à travers la fenêtre, ça rendait tellement hommage déjà aux comics et aussi au Spider-Man, au premier Spider-Man avec Tobey Maguire, et ça m'a grave touché. J'ai trouvé que ces plans de fin, ils étaient trop classe. Bref, je suis assez sceptique sur le Spider-Man de Tom Holland dès son apparition dans le Civil War là, de Captain America. Et puis en fait, au fil du temps, j'ai appris à l'apprécier, et c'est surtout dans cet opus là, et notamment sur la dernière heure du film, que je l'ai grave kiffé. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai pas non plus trop spoilé au final, hein. Je pensais que ça allait être beaucoup plus dans le spoil, mais en fin de compte, je me suis un peu retenu parce que voilà, ça fait qu'une semaine que le film il est sorti. Je me dis on va laisser aussi les gens là aller le voir, mais en tout cas n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, si vous avez vu le film, si vous avez des éléments à rajouter, ou si vous avez des trucs que vous n'avez pas kiffé dans le film, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera aussi plaisir d'en débattre avec vous. Pensez au petit pouce bleu aussi, hein, ça fait aussi plaisir, hein. Allez, des bisous tout le monde, on se dit à très vite, bye.